Ils avaient trouvé énormément de boulets et ils ne savaient pas trop comment les attribuer, à quoi ça servait et surtout quelles étaient les machines qui utilisaient ce genre de projectiles. On sait qu'un des personnages emblématiques de Damas et de la Syrie, Salah al-Din, avait beaucoup utilisé de ces machines. Saladin, comme tous les chefs de guerre de son époque, a mené de nombreux sièges de villes, dont le plus célèbre reste la prise de Jérusalem en 1187. Ces machines d'artillerie mécanique jouaient alors un rôle considérable dans la destruction des murailles, ce qui aboutissait immanquablement à la victoire. Les ingénieurs de l'époque de Saladin ont conçu des machines, des manjaniks, sur le principe du levier et des contrepoids. Regroupées dans un traité d'art militaire, le traité de Saladin, leur description sommaire nous est parvenue. Elles étaient également présentes pour défendre la citadelle de Damas. Nous avons découvert un certain nombre de boulets en fouille et en place, même sur une plateforme qu'on peut appeler d'artillerie sur le toit du bâtiment sud-ouest. Et au fur et à mesure que nous enregistrions ces boulets, je voyais une très très grande diversité avec des boulets qui vont de 200 grammes en basalte à des boulets qui vont jusqu'à plus de 100 kilos. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ce matériel. Et l'idée est de aussi utiliser ce matériau archéologique qui est extrêmement rare, parce que sur la plupart des sites, d'habitude, on trouve 2-3 boulets. Là, nous en avons 150 lors des essais de tir. L'idée géniale était née. Rebâtir ces machines en faisant appel à un spécialiste de ces reconstitutions, Renaud Beffet, et ainsi faire revivre les puissantes machines de Saladin. Quand les croisés sont venus, ils ont été un peu surpris de l'avance technologique qu'avaient les Arabes. Et on va donc refaire les machines qui sont décrites dans ce traité et qui donc ont utilisé les boulets trouvés dans la citadelle de Damas. Comme là-bas, dans la partie est, à l'époque d'Al-Adil, il n'y a pas... L'aventure débute par la découverte de nombreuses galeries et plateformes où ont été retrouvés l'ensemble des boulets. Il faut d'abord répertorier tous ces boulets, les mesurer, les peser, les étudier, distinguer les différents types de pierres, de formes et de réemploi. Puis, se basant sur l'étude des données fournies dans le traité rédigé par les ingénieurs de Saladin, Renaud Beffet calcule, dresse des plans et compare avec les machines européennes médiévales qui s'inspirent directement des machines et des techniques arabes. La grande difficulté dans la reconstitution de ces machines, c'est surtout la partie recherche, qui s'apparente d'ailleurs à de l'archéologie expérimentale. On essaye de trouver une iconographie, essayer de traduire les commentaires. Ensuite, on va essayer d'être un peu plus précis avec des factures, notamment de transport, qui sont d'une plus grande aide. Et pour finir, on va faire des maquettes. C'est un travail qui peut demander pour une machine 1 à 2 ans. La madera, c'est Après plusieurs mois de recherche, débute la phase de construction. Trouver un arbre de dimension suffisante n'est pas facile en Syrie, où les forêts sont inexistantes.
Le choix s'est porté sur un noyer qu'il faut transformer en mât de section carrée. C'est la partie donc principale, c'est le mât de lancement et il faut que cette pièce ait des qualités de souplesse et de dureté en même temps. Il faut qu'elle puisse envoyer une pierre relativement lourde, à peu près 35 kg, sans être trop souple pour ne pas absorber trop d'énergie que de toute façon elle va restituer beaucoup trop tard. En route pour Soueïda, au sud du pays, où Renault rencontre Tofik Chaya et son frère Selim. Ensemble, ils vont construire 2 machines, une Bifa à 2 contrepoids et une arbalète à jalets. Sur ce chantier international franco-syrien, tout le monde communique en espagnol. Et chacun s'active pour la réussite de ce projet unique. La construction débute par le marquage et le traçage sur les pièces maîtresses. En suivant les techniques médiévales, l'ensemble sera renforcé par des colliers métalliques. Tout sera forgé à l'ancienne sur place, du simple clou aux pièces maîtresses nécessaires au fonctionnement. Il faut trouver un lieu pour les tirs expérimentaux. Ce sera cette ancienne carrière de cendres volcaniques, décor spectaculaire pour les essais. La construction de la Bifa avance. Le mât central est dressé. Il faut maintenant poser le bras dessus. C'est une manœuvre délicate et importante parce qu'après plus de 2 mois de travail, on va vérifier si tout est bien d'équerre. C'est-à-dire que l'axe du bras de lancement doit reposer parfaitement sur la gorge qui est tout en haut du poteau. Si jamais on est de travers, la machine va partir à gauche ou à droite, il faudra tout recommencer. La première étape est bouclée. Les calculs se basent sur le principe des proportions, faciles à réaliser avec le compas, déjà utilisé par les architectes et les ingénieurs, fabricants d'engins de l'époque de Saladin. Savoir-faire qui se perpétue encore aujourd'hui. On a eu la chance une fois de pouvoir faire 2 machines, une faite avec un ordinateur et l'autre avec la géométrie médiévale. Je ne dis pas que celle faite avec l'ordinateur ait mal fonctionné, au contraire, mais avec un simple compas, on a été 3 fois plus vite et ça a très très bien marché. Reste à poser les contrepoids articulés qui développeront la puissance du bras et de la fronde en augmentant la portée du projectile. Pour la fronde, des cordes sont nécessaires, semblables à celles réalisées ici, traditionnellement. N'oublions pas la seconde machine, l'arbalète à jalets. Construite à partir de plans et d'une maquette, la mise au point du mécanisme se révélera une opération délicate. Arme très redoutée autrefois, utilisée sur terre comme sur mer pour lancer des projectiles incendiaires.
Les deux machines sont prêtes pour être expérimentées. Tout fonctionne. La Biffa va pouvoir tirer des boulets à plus de 200 mètres, bien nécessaire au Moyen-Âge pour ébranler les fortifications. Quelques dernières finitions et elles vont quitter leur lieu de construction pour la carrière. Il ne s'agit pas de faire une fausse manœuvre et réduire à néant des mois de travail. Chacun surveille la manœuvre et guide la machine. Et c'est parti! Assez inhabituel, non, de voir passer en pleine ville une machine médiévale. Et pour rajouter quelques difficultés, la mise en place dans la carrière se fait de nuit à la lueur des projecteurs. Mais l'opération est réussie. Le lendemain, dernière mesure pour équilibrer la machine. Le poids du chargement des contrepoids va déterminer la longueur de la trajectoire du boulet. Si je mets 600 kg, je devrais tirer 30 kg à peu près, en théorie, à 200 mètres. Mais après, il va y avoir beaucoup de réglages. Alors là, il va y avoir des réglages à faire. Le crochet est un petit peu court par rapport à ce qu'on avait demandé. Donc ça va se libérer un peu tôt, on va monter très haut, donc taper beaucoup plus court. Et là, il va falloir jouer sur les cordes et sur la courbure du crochet pour regagner ce petit défaut. Dernier préparatif avant le tir. Il faut enrouler la corde sur le treuil, régler la longueur de la fronde avec sa poche de cuir. Le mât se plie, gémit, mais il résiste à la tension. Armement de la machine. Boulet en place. On enlève les sécurités. Tout est prêt. Tirez! Joli coup. La machine est maintenant réarmée, plus lourdement chargée. Va-t-elle résister? Prêt? Yallah! Encore mieux, bravo! On a un fonctionnement très régulier. Elle a bien marché, elle est gracieuse, elle est bien équilibrée. Donc à partir de là, maintenant, on va commencer à mettre des boulets plus lourds. Enfin, celui-là est déjà costaud. Et ça correspond au projectile d'époque, mais on va aller un petit peu plus lourd pour nous, pour s'amuser. Et puis on va bien charger les contrepoids. Là, on va revenir à des notions d'époque, selon les textes d'époque. Vraiment, là, on va rentrer dans le domaine de l'archéologie expérimentale. L'expérimentation va permettre de comprendre pourquoi certains boulets sont de forme oblongue. Plusieurs questions se posaient. Est-ce que c'était la forme d'un projectile pour avoir de l'aérodynamisme? Est-ce que c'était plus facile à tailler en le mettant dans un bac de sable? Mais cette forme-là était très particulière parce qu'elle est répétitive. Et on vient donc de faire plusieurs tirs avec et on se rend compte que c'est encore plus méchant que ça. C'est qu'en réalité, il va tourner dans ce sens-là et quand il atterrit, on ne sait absolument pas où il va rebondir. Tous les autres boulets qu'on a tirés, ils atterrissent à un endroit précis, ils rebondissent à un endroit précis, ils vont tout droit. Tandis que celui-là, il part dans tous les sens. C'était une véritable machine infernale pour massacrer tout ce qu'il y avait autour sans qu'on puisse le prévoir.
Et pour la présentation officielle des machines, Sophie Berthier nous réserve une surprise. Elle apporte des boulets originaux de la citadelle. Tout à l'heure, ce sera à tir réel. Il est temps de se préparer pour la présentation. Une dernière finition. Savonner le pas de tir ne peut pas faire de mal. Ce nouveau tir sera effectué avec un boulet réel de l'époque de Saladin. Et il va beaucoup plus loin. À l'époque de Saladin, on a taillé dans des pierres très denses. Nous avons donc pour un même poids, un volume plus petit. Donc la pierre s'éjecte mieux de la poche, offre moins de résistance à l'air et va beaucoup plus loin. N'oublions pas la seconde machine, l'arbalète à jalets. Elle arrive dans la carrière. Là encore, la mise en place et les réglages s'avèrent complexes. Cette machine très précise envoyait des carreaux d'arbalète meurtriers semblables à de courts javelots. Après de nouveaux réglages du mécanisme de tir, tout est en état de fonctionnement pour les essais. L'arbalète tirait également des boulets de pierre de petite taille et des grenades incendiaires remplies de nafte. Tout est prêt pour la présentation officielle. Chacun aimerait bien déclencher un tir. Les archéologues de l'équipe franco-syrienne, les restauratrices et même Joseph Castin de la société Total, mécène du projet. On est vraiment très surpris parce qu'on n'imagine pas que cet engin qui a l'air relativement simple, finalement est quelque chose de très technique qui fait appel à la géométrie, à beaucoup de calculs pour être excessivement précis. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir la puissance et la précision de l'engin. Moi, je veux dire que j'étais très impressionné. Ces tirs expérimentaux démontrent l'avance technologique de la science et de la géométrie arabe à l'époque de Saladin, et ce pendant tout le Moyen-Âge. Voir les machines de guerre en fonctionnement permettra aux visiteurs de la citadelle de comprendre précisément la tactique de défense et d'attaque lors des sièges. عميقة عن استخدام التقنيات العسكرية في الدفاع عن الحصون عندما تهاجم. Ces deux machines, la bifa et l'arbalète à jalets, étaient jadis terreur des champs de bataille. Elles vont désormais vivre un avenir plus paisible dans la citadelle de Damas, où elles sont maintenant présentées au public. Pour tous les artisans du projet,
c'était un défi technologique, mais aussi une belle aventure. On a pu tirer des boulets authentiques. On a pu retrouver tout le contexte, on a pu retrouver beaucoup de dessins. C'était un travail d'équipe important. Ça a été le plus beau travail d'archéologie expérimentale que j'ai pu faire parce que la Syrie reste de ce point de vue-là et pour beaucoup d'autres points aussi un pays extraordinaire. L'aventure s'achève par la pose d'une plaque sur le Mandjanik avec les noms des constructeurs. Une fois qu'on a pu voir ces boulets voler dans le ciel et revivre après 800 ans d'enfouissement dans des couches archéologiques, tout a pris du sens et redonne vie à la citadelle. Au travers de ce projet de reconstitution de machines, c'est un peu Saladin et son époque qui revivent dans sa citadelle à Damas.